Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie. Notre rencontre quotidienne, c'est notre conversation à trois voix avec notre invitée. Ce midi, elle est artiste plasticienne. Si elle a commencé, petite fille, par vouloir être dessinatrice, la peinture est évidemment venue très vite. Et depuis les années 90, elle s'empare de toutes les matières, de tous les médiums pour créer la gravure, la céramique, l'aquarelle, l'encre, la vidéo ou encore le bronze. Une nouvelle sculpture en bronze. Et justement au cœur de sa dernière exposition qu'elle présente dans la galerie Sémiose à Paris, accompagnée de peintures et de dessins, exposition qui résonne avec des thématiques qui lui sont chères. Bonjour Françoise Petrovitch. Bonjour. Bienvenue dans les Midis de Culture. Merci. Et bienvenue dans ce studio de radio, Françoise Petrovitch. Je dis ça parce que vous avez un rapport particulier avec ce média. Est-ce que vous pouvez nous le décrire ? Ah, parce que en 2000, c'est ça? Je fais référence notamment à cette œuvre-là, mais je sais que, voilà, on sort du journal de France Culture à l'instant. Vous avez été en 2000 dans un projet artistique qui était justement ancré à la radio, écouter les premiers titres d'information, dessiner, puis un second dessin dans la journée. Vous avez fait ça pendant 2 ans. Est-ce que vous avez gardé ce lien particulier avec ce média ? La radio, pour moi, c'est vraiment... C'est vraiment des voix, c'est presque le médium de plus de fidélité qui accompagne. C'est-à-dire que c'est quelque chose. La radio, ça nous accompagne là où on est, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'arrêter tout. Ça, c'est quand même assez précieux. C'est-à-dire qu'on peut être dans le travail et quand même être avec une conversation. Ce que j'ai beaucoup plus de mal d'ailleurs à faire avec la musique, paradoxalement, parce que la musique est rythmique. Enfin, il y a un rythme qui m'est imposé, alors qu'une conversation, je l'écoute. Et Radio Petrovitch, effectivement, c'était un projet où j'avais envie d'enregistrer la première info que j'entendais le matin. Alors, c'était l'époque où on avait des cassettes, il n'y avait pas d'ordi. Donc, on sautait sur le... voilà, sur le magnétophone. À bande. J'enregistrais la première info et je faisais un dessin qui était comme une réponse, finalement, une réponse dessinée à quelque chose entendu. J'aimais bien ce rapport aussi du son et du dessin ensuite. Et dans ma journée, je faisais un autre dessin qui était plus intime. Là, c'était le collectif et le public. Et ensuite, je faisais un dessin qui était un moment de ma vie, comme un petit carnet, comme une note dessinée. Et donc, j'ai fabriqué finalement des drôles de diptyques qui n'avaient rien à voir, à part qu'ils s'étaient passés le même jour. Et j'ai tenu ça pendant 2 ans. Ça s'appelle Radio Petrovitch. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours un rapport particulier à l'actualité ? Parce qu'évidemment, ça dit quelque chose aussi de l'actualité, de suivre tous les jours les titres, la première information qui est mise en avant. Et est-ce que ça vous influence encore ? En tout cas, ça vous aide à garder un regard sur le monde, ou alors vous vous en protégez plutôt ? Je pense qu'on ne peut pas... Non, le regard sur le monde, il est évident. Il peut même être traumatisant. Enfin, je veux dire, on le sait tous que c'est difficile pour beaucoup plus de monde peut-être que nous-mêmes. Et du coup, sûrement, mais donc on est touché. Enfin, je veux dire, on est une éponge. Alors des fois, j'essaye de pas être trop spongieux justement, parce que sinon c'est pas possible. Il y a une radio dans votre atelier ? Il y a une radio, ouais. Elle diffuse quoi ? Alors, France Culture, France Inter, non c'est vrai, et parfois France Info. Alors on va se balader dans votre univers, Françoise Petrovitch, et on va commencer évidemment par jeter un œil à cette dernière exposition que vous proposez. Pourrais-tu m'expliquer ce qu'est l'adolescence ? Non, je pourrais pas parce que c'est très, très imprécis pour moi. C'est une période très difficile. Il y a des moments où on est dans une très grande joie et puis d'autres où on a des cafards sans savoir pourquoi, comme ça. C'est inexplicable l'adolescence. Aussi, on peut expliquer les adultes et on peut expliquer les enfants. Des joies qui nous étaient interdites quand on était plus petite parce que... Quelle joie ? La joie d'avoir des amis, des garçons qui sont... Je crois que c'est très important aussi à cet âge-là. J'ai eu l'adolescence, mais je la vis différemment de mes parents parce que moi j'ai envie de vivre ma vie. J'ai l'impression que les adultes qui sont autour de moi, ils vivent pas leur vie, ils subissent leur vie. Tu te sens une enfant ou une adulte ? Je me sens bien, je me sens rien.
En 1976, sur Antenne 2, quelques réponses d'adolescentes à cette question. C'est quoi l'adolescence? Comment définir cette période? La dernière jeune fille répond: je me sens bien, je me sens rien. Il y a quelque chose dans l'adolescence, Françoise Petrovitch, qui vous interroge, qui vous questionne, parce que c'est une période de transition, de rupture entre deux âges? Oui, et je me rends compte que ça fait plus de 30 ans que ça me... même 35 ans, je crois, que ça me questionne. Donc c'est quelque chose c'est des obsessions comme ça qui apparaissent, qui disparaissent, mais il y a toujours ce lien entre un moment entre un état qui se transforme. C'est-à-dire, c'est aussi, et d'ailleurs quand ils disent, on qualifie le reste, mais l'adolescence, on a du mal à le qualifier. Ça, c'est ce qu'on voit. Et d'ailleurs, ils sont très matures quand ils disent ça. C'est pas du tout. Et c'est un jeu finalement incessant de liaison des liaisons. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce ressembler à l'autre et en même temps être unique, se partir, couper de quelque chose. Il y a la grande disgrâce du corps qui bouge. Il y a aussi, je pense, des grâces infinies dans l'adolescence. Donc il y a moi, c'est... Voilà, je suis toujours... j'ai l'impression que je suis toujours intéressée parce que j'ai l'impression que c'est toujours mouvant et que ce mouvement, c'est la vie aussi. Il y a quelque chose de très incertain et en même temps qui se répète. Donc c'est assez bizarre, finalement. C'est bizarre. Et pourquoi plus l'adolescence que ce qui se passe après l'adolescence? Parce que justement, c'est presque évident que l'adolescence soit un moment de métamorphose et on oublie qu'après... L'adolescence, disons, à partir de 17 ans, quand on devient un jeune adulte, en fait, on ne cesse de changer. À 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, etc. Enfin, je ne vais pas faire tous les âges. Mais c'est beaucoup plus sournois. C'est moins identifiable, c'est moins marqué comme le moment de transition dans une vie. Mais moi, j'ai l'impression que les gens que je peins ou que je dessine, ils ont pas 17... Enfin, ils ont 17 ans, mais ils peuvent avoir 25 ans aussi. Ça s'adresse, finalement, ça représente... Bien sûr. Tout le monde. Oui. Oui. Il y a cette même... on s'y retrouve, c'est-à-dire qu'il y a l'humain, il y a une fragilité. C'est ces moments d'espace, il y a des moments d'indécision. Dans ma peinture, par exemple, là à l'exposition, il y a des précisions qui peuvent dater des vêtements, comme un sweat, vous voyez, un zip sur un sweat, un cordon de téléphone qui est dans la main, etc. Des petits sacs à dos qui sont tout à fait d'aujourd'hui. Et puis en même temps, il y a des grands espaces vides qui sont les espaces de la peinture, qui sont des espaces peints, qui sont uniquement de la couleur, qui sont uniquement du geste. Et là, on est dans l'indécis. Et là, ce sont des corps qui n'en sont pas et qui ne marquent absolument pas un moment, ni une date, ni un temps. Et donc, on est toujours entre quelque chose de très précis et reconnaissable, qui nous dit que c'est aujourd'hui, et en même temps... à côté, on n'est absolument pas aujourd'hui. On est dans des forêts qui n'existent pas, dans des forêts qui sont elles-mêmes des reflets, qui reflètent des choses qui sont pas réalistes. Enfin bon, on est un peu perdu. Vous nous perdez effectivement dans cette exposition composée de peintures récentes d'adolescents. C'est ce que vous venez de décrire avec l'idée d'instantané, d'avoir peint des gestes, des postures, qui sont le résultat d'ailleurs de quoi? D'observation, de ce que vous avez pu voir d'adolescents dans la rue, oui. Dans le métro, dans le train. Oui, j'observe beaucoup. J'observe beaucoup d'ailleurs dans les musées. C'est intéressant parce que dans les musées, on peut et photographier et observer sans problème, puisque tout le monde observe et photographie. Et les gens sont assez fatigués, souvent dans les musées. Par exemple, vous allez au Louvre, au bout de 2 heures, les jeunes sont hyper fatigués. Donc, il y a beaucoup de relâcher. C'est des moments de relâchement aussi. Ça m'intéresse. Donc, je fais un peu double coup en admirant la peinture et en trouvant mes sujets. Et ils font quoi quand ils se relâchent? Ils s'assiedent par terre? Voilà. Ils font quoi? Ils baissent la tête? Par exemple, la tête, elle est penchée sur une autre tête. Ou alors, ils s'appuient, ils se frôlent, ils se mélangent. Et en même temps, ils sont pas forcément ensemble tout à fait. Il y a des espèces de comme je disais, liaison des liaisons. Il y a des espèces de grands écarts comme ça, comme quelque chose d'un peu élastique, un peu chewing-gum. Ouais. Voilà, chewing-gum. Il y a des cadres, des points de vue variés sur ces portraits. Vous les appelez comme ça, des portraits?
Je les appelle jamais des portraits, mais bon, vous pouvez les appeler des portraits. On les voit d'angles différents, de points de vue différents aussi. On a presque l'impression que vous les auscultez, en fait, ces personnages. Parfois, on les rencontre plongés, parfois, on voit juste une partie du corps, une partie du visage aussi. Ça, c'est la grande force des arts visuels qui cadrent. C'est le cadrage, quoi. Ou qu'on peut retrouver dans la photographie ou dans le cinéma. Mais ça veut dire quoi pour vous quand vous choisissez précisément ce point de vue-là, ou est-ce qu'il y a quelque chose derrière que vous voulez transmettre? Il y a surtout des choses que je veux pas montrer. Au lieu de montrer, je choisis ce que je veux pas montrer. C'est-à-dire, je choisis de couper. Je vais couper un bras, je vais couper. Il m'arrive de couper des têtes aussi, mais je peux couper le côté d'un. On ne voit qu'un bras, on ne voit pas l'autre, donc il y a des déséquilibres. Et il y a aussi une partie qu'on ne voit pas, qu'on voit peu, ce sont les yeux, car vous avez un rapport au regard qui est particulier, Françoise Petrovitch, notamment alors sur ces peintures à l'huile les plus récentes, mais aussi sur les dessins à l'encre qui sont exposés dans cette galerie Sémios. Ce sont des visages qui sont cachés, des regards qui sont absents, cachés aussi parfois, on ne voit pas les yeux. Il y a cette idée chez vous qu'en ne montrant pas les yeux des personnages que vous représentez, on regarde cette œuvre autrement. Expliquez-nous. Disons qu'on est moins dans un face-à-face, on est moins dans un dialogue. Donc on va regarder autour, on va regarder peut-être plus la peinture et la matière même, enfin l'essence même du dessin ou de la peinture. Ça veut dire que vous voulez forcer le spectateur à regarder autrement, à s'interroger autrement, parce que spontanément, quand on voit un portrait, un personnage peint, on va s'accrocher à ses yeux. On cherche le regard. Quand vous vous promenez dans une galerie de portraits, dans un musée, on va chercher les regards. C'est une façon aussi d'être dans un. Finalement, c'est des portraits paysages. Enfin, c'est plus ample. Alors, on va parler de la peinture, on va parler de la couleur aussi, mais il y a dans cette exposition, je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle œuvre que vous présentez pour la première fois. C'est une sculpture en bronze qui s'appelle donc Dans mes mains et qui donne le titre à cette exposition. Je commence la description et vous poursuivez, Françoise Petrovitch. Oui. C'est une femme accroupie qui maintient au sol un oiseau assez grand et qui a, vous dites, un casque de cheveux dégoulinant comme de l'eau devant le visage. Donc, on ne voit pas son visage. Et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Moi, j'ai l'impression qu'elle terrasse l'oiseau. C'est un combat qui est terminé. On est après l'action. C'est-à-dire que le bronze, c'est une matière qui fige, qui est très dense, qui est très dure, qui résonne, qui est métallique. Donc, et voilà, faut penser que c'est peut-être quelque chose qui nous arrête. Justement, quand on parle de regard, ça arrête le regard, le bronze. C'est pas quelque chose dont on traverse. C'est pas une installation papier, etc., où on va traverser les choses. Donc, et puis elle est sombre, donc ça arrête. Surtout dans cette galerie, au mur blanc, effectivement, elle est très imposante dans cette salle. C'est un volume et une trouée. Et du coup, je pense que, enfin, c'est pas que je pense, c'est après le combat, quoi. C'est terminé. Il y a eu une action qui est passée, elle n'est plus là. L'oiseau est vraiment géant. Vous avez vu, j'aimerais pas avoir à faire un oiseau pareil. On a eu du mal à savoir de quel oiseau d'ailleurs il s'agit. Une scène figée dans le bronze, quelque chose un instantané là encore, parce qu'effectivement vous nous décrivez pas ce combat avec cette statue. Non, il n'y a pas de mouvement. Il y a pas de mouvement. C'est un geste, mais c'est pas un mouvement. C'est différent. Comme les peintures d'ailleurs, il y a ces gestes arrêtés, mais c'est jamais des mouvements. Ça représente jamais quelque chose en train de bouger, en train de se faire. Le mouvement, il va se fabriquer dans ce que vous voyez vous, ce que vous avez imaginé vous. Donc, et après, quand on tourne, puisqu'une sculpture 3 dimensions, quand on tourne, on voit qu'elle a des talons, donc il y a des petits détails qui peuvent dire des choses. Talons. Et elle est plus grande que nous. Elle est plus grande que nous. C'est vrai que là, elle est accroupie, donc elle m'arrive moi à peu près au buste, à la taille, un peu plus haut quand même. Si elle se mettait debout, elle serait beaucoup plus grande que n'importe quel spectateur. Oui. Ça veut dire que c'est une femme puissante? Alors, j'aime pas le mot, les femmes puissantes. Ah, merci, enfin. Je déteste. Alors comment vous... Parce que je vous avez trouve raison. que c'est pas un but d'être puissant. Pour moi, c'est pas Pourtant, il y a de la puissance dans son geste. Elle maintient... non, mais d'accord, mais en peinture, non, mais là, je parlais les femmes puissantes. De l'expression maintenant. L'expression. Oui. Est-ce que moi, gagner l'égalité avec les hommes, c'est d'être puissant? J'ai pas très envie de ça. Je vois pas le monde en tant que puissant et moins puissant. Et dominé et dominant, ça m'intéresse pas. Mais
c'est vrai qu'il y a une puissance dans la peinture ou dans la sculpture, mais c'est autre chose. Alors, c'est quoi pour ce personnage? Est-ce que vous avez imaginé quelque chose? C'est dans le geste, c'est aussi dans la concentration même du geste. C'est très retenu et tendu. Vous avez fait remarquer que quand on tournait autour de la sculpture, on voyait des talons à cette femme. De la même manière, quand vous décrivez vos peintures, vous dites qu'il y a des détails comme ça des marqueurs, en fait. Pourquoi intégrer finalement ces marqueurs qui sont donc des repères et pas clairement plonger dans quelque chose de complètement étranger où il n'y a plus de regard, il n'y a plus de forme, il n'y a rien qui nous ancre quelque part? Finalement, j'ancre beaucoup dans le réel. Je regarde beaucoup et j'adore voir les détails des vêtements, par exemple des élastiques particuliers. Oui, vous parliez de les fermeture plis, éclair voilà. tout à l'heure. Mais ça, les zips, c'est super. Pourquoi c'est super un zip? C'est super parce que ça dit déjà un vêtement, une attitude, un choix esthétique, ce qu'on est, ce que l'on veut être. Et puis, ça dit une matière, ça dit aussi une petite chose. Voilà. Et donc, quand par exemple, sur une... Voilà, j'essaie de répondre précisément, justement. C'est la précision. Et j'aime bien cette idée d'avoir des précisions dans des grandes largesses. Parce que si tout est large, tout se fond, tout se dilue. Et on se perd littéralement, finalement. Exactement. Et par contre, si tout est précis, tout m'ennuie. Parce que tout est répété, tout est hyper réaliste, ça m'intéresse pas. Mais j'aime bien jouer avec l'inconnu, la largeur d'un grand pinceau, la diffusion d'une couleur dans une peinture ou dans un dessin, et puis en même temps une petite chose qui va accrocher le regard et qui va vous arrêter. Donc il y a une rythmique qui s'installe, et moi je pense que je regarde comme ça. Donc vous équilibrez à chaque fois, Françoise Petrovitch, entre le petit marqueur en fait qui va nous retenir, sans même forcément d'ailleurs qu'on le conscientise d'une certaine manière, et qui va faire en fait, c'est tout le paradoxe de se sentir perdu. Pour se sentir perdu, il faut avoir vu un repère et ne plus le voir, c'est ça? Oui. Et puis tu peux tourner autour et du coup il y a une... Et puis c'est un plaisir aussi du dessin. Quand même. Quelle est la correspondance ou le dialogue entre ces œuvres, ces peintures accrochées au mur dans la galerie? Comment vous l'avez imaginé? Est-ce que d'abord c'est la couleur? On a parlé de ce bronze très sombre qui dénote, qui ressort fortement dans cet espace-là, et puis les couleurs des peintures que vous avez choisies, qui sont les couleurs du moment. C'est comme ça que vous les décrivez. Il y a vert acide, mauve, orange et bleu charron. C'est parce que l'accrochage, il y a une partie... Les dessins sont installés en bloc. Donc, il y a cette idée comme ça de reconcentrer le dessin et de faire un accrochage à 2 étages. Je ne l'avais pas fait, c'est bien. Et puis, il faut le voir. Un accrochage, il faut le voir. Je ne peux pas tellement le décrire parce que je trouve que ça s'appréhende d'une manière physique. On déambule, on revient. C'est-à-dire qu'il y a un accrochage aussi. Alors là, c'est un espace de galerie. C'est pas non plus 1000 mètres carrés. Donc il y a aussi cette idée de venir, de revenir. Donc on ne revoit pas la même chose et on redécouvre autrement. Donc toujours le volume aussi. Et il y a notre regard aussi qui se perd. On parlait tout à l'heure de l'absence des yeux dans les peintures qui nous permettent de regarder. Il y a des personnages aussi. Il y en a. Ouais. Mais en tout cas, le regard qui est important, c'est vrai que même en regardant cette sculpture, qui elle n'a pas de regard, on a notre regard qui part sur la sculpture, sur les peintures. Il y a un mouvement perpétuel. Oui, et puis il y avait aussi dans l'accrochage, on a fait, parce que je le réalise avec Benoît Porcher et Frédéric Butin qui m'accompagnent dans la galerie, il y a aussi l'attention à la matière, matité, brillant, et alors ça c'est des choses aussi qui font partie du détail mais qui moi me touchent beaucoup. La matité et la brillance, donc le bronze est brillant et la peinture est mate, et ça, je pense que c'était intéressant de les mettre en rapport parce que actuellement on a l'impression avec les écrans tout est brillant tout le temps. Et regardez au Moyen-Âge comme il pensait le mat, le brillant, les enluminures, les tissus. Vous trouvez qu'on manque de mat un petit peu? Ouais, je pense qu'on manque de mat, ouais. On est trop en surface, on est trop en reflet, on est trop retourné sur nous-mêmes. Le brillant amène les paillettes, tout ça, ça amène quelque chose de particulier. Mais en même temps, le mat, c'est ce qui obstrue, ce qui bloque d'une certaine manière. Vous l'avez Pas vraiment, non. Moi, je trouve que le mat, on se plonge dedans. Et le mat, il diffuse.
Ah, regardez il ne des reflète trucs. pas. Ouais, regardez. Bah là, par exemple, regardez, vous verrez. le revêtement, là, par exemple, de De ce la table de plateau de studio. studio. Ah ouais, il est mat. Il est mat. Il est mat, un peu velouté. Oui, c'est Et, vrai. ça et, fait et il est un peu chiné. Vous voyez, il y a plein de petits gris différents. Mhm. Et du coup, ça amène une variation. C'est pas mal. Il est quand même pas mal ce studio. Il y a beaucoup de. Très bien. Vous laissez la place à l'imagination dans vos peintures et dans vos sculptures, mais il y a aussi parfois un petit moment comment dire, de malaise quand on se balade dans cette exposition, Bien sûr. de surnaturel, notamment avec les dessins qui représentent ces îles avec des reflets, avec des couleurs qui sont effectivement, on en a parlé, mais assez sombres, il faut bien le dire. Ça, vous le recherchez, ce sentiment un peu étrange? Oh, je le recherche pas, mais il est là, hein, c'est sûr. Il a toujours été là et je le laisse advenir. Mais je le force pas non plus. Je surrajoute pas des signes morbides ou des choses, pas du tout. Mais il y a toujours une inquiétude, il y a toujours une étrangeté, il y a toujours comme une verticalité, quelque chose qui va en soi-même. Moi, je crois que la peinture et le dessin, c'est la même chose. Le dessin est une peinture faite avec des moyens réduits. Sur une surface blanche, une feuille de papier, avec une plume et de l'encre, on peut, en créant certains contrastes par des volumes, on peut changer la qualité du papier, donner des surfaces souples, des surfaces claires, des surfaces dures, sans toutefois mettre ni ombre ni lumière. Pour moi, le dessin, c'est une peinture avec des moyens réduits. Et elle peut être très intéressante, tout à fait de soulager l'artiste de son émotion, très bien, aussi bien que la peinture. Mais la peinture est évidemment quelque chose de plus nourri, et qui a plus d'action sur l'esprit. Le rapport entre le dessin et la peinture, vu par Henri Matisse dans l'émission Couleurs de ce temps avec Georges Charbonnier, c'était en 1950, Françoise Petrovitch. Est-ce que j'imagine que vous êtes d'accord avec Henri Matisse, parce que c'est un peintre, en tout cas un artiste très influent pour vous? Oui, pour moi, je l'ai beaucoup regardé, Matisse, j'ai beaucoup lu aussi. Et ce qu'il dit est ce que j'aime, c'est qu'il cherche, c'est ce que j'aimerais aussi, c'est avoir une vision claire, limpide et un peu désencombrée. Et pour moi, c'est un maître du désencombrement. J'adore. Quand il découpe, il dessine dans la couleur pour faire ses papiers découpés, c'est c'est la fusion entre peinture et dessin, justement. Le dessin est une peinture avec des moyens réduits, dit-il. Vous avez commencé par le dessin quand vous étiez toute petite, vers 6 ans, c'est ça? Quand on est petit, Oui. on dessine. Hein. Enfin bon, oui. Et à quel moment est-ce qu'on se dit qu'on passe à la peinture? Est-ce qu'on passe à la peinture? Est-ce que c'est évident? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'on en a conscience? Alors, en réalité, j'ai peint jeune, à 20 ans. Je me suis installée dans la peinture, j'ai eu envie de peindre. Et puis, ça me paraissait trop difficile. Ça me paraissait trop... je sentais que je n'avais pas la maturité, que je n'avais pas la force nécessaire à la peinture. Et justement, on parlait de Radio Petrovitch au début. J'ai recommencé j'ai beaucoup dessiné à ce moment-là. Et ensuite, j'ai développé le dessin en très grand format. Et puis, mes dessins, c'est un peu comme des peintures. Vous voyez, ils sont très colorés. Ils sont très, très grand format. C'est jamais des dessins d'études. Et depuis 10 ans, la peinture 10-12 ans, la peinture est revenue fortement. J'ai eu besoin de m'en séparer. La peinture, ça veut dire de prendre en compte la couleur, l'arrivée de la couleur, la gestion de la couleur, ou alors pas du tout? C'est même pas la question de la couleur, puisque mes dessins sont en couleur. Donc il n'y avait pas ce gap noir et blanc couleur. Mais c'est plutôt l'histoire de la peinture qui est derrière la peinture. C'est peut-être pas tellement une question technique, c'est plutôt une question historique. C'est-à-dire, on s'inscrit plus fortement dans une histoire de l'art avec la peinture. Donc c'est plus impressionnant. Et puis, ouais, c'est ça, c'est plus impressionnant. Impressionnant. On se permet le dessin comme, vous voyez, il y a quelque chose de... On a l'impression... on se dit, bon, le dessin va me permettre d'être peut-être moins regardé, moins vu, moins critiqué. On est plus discrète quand on dessine que quand on peint, parce que quand on peint, on a tout le poids effectivement de l'histoire de l'art, c'est-à-dire les grands peintres. La critique aussi. La critique.
Comment est-ce que, à partir de ce moment-là, on considère justement la couleur, puisqu'on parlait de la couleur, avec une forme, on crée justement, enfin la couleur permet de construire des formes, de créer un espace aussi. Il y a la question du blanc. Comment est-ce qu'on gère les espaces libres? Est-ce que le blanc est utilisé aussi pour faire des formes? Comment est-ce qu'on gère justement toutes ces idées de construction d'une toile avec ces couleurs-là? On gère tout. Ouais. Alors, moi, ce que je trouve important, enfin, que je trouve assez spécifique des arts visuels, en tout cas, ce qui me concerne, un dessin peinture là, c'est le fait que celui qui regarde tout en même temps. Contrairement à l'écriture où vous ne lisez pas tout en même temps, le cinéma, vous regardez, il y a la durée du film, en musique, il y a la durée du morceau de musique. Nous, en art visuel, on saisit tout. Donc, il y a ça, je trouve que c'est une caractéristique extrêmement particulière. Et du coup, on peut dire tout et son contraire au même moment. Et ça, c'est assez génial. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité de... Moi, justement, je joue avec tous ces codes. Quand vous parlez d'inquiétude ou quand vous parlez en même temps de choses précises, détails, petits, grands, etc., brossés, pas brossés, colorés, pas colorés, dans la même chose, tout est donné. Et tout peut être contradictoire. C'est ce qui est assez vertigineux. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de sens de lecture, par exemple? Il n'y aurait pas une bonne interprétation d'un de vos tableaux ou d'un de vos dessins? Non, il n'y a pas de sens de lecture. D'ailleurs, moi, j'ai horreur qu'on me dise, voilà, il faut regarder la peinture au premier plan, voilà, truc de composition. Non, mais ça, c'est impossible. C'est bidon. C'est bidon pour moi. Mais non, mais c'est impossible. Alors évidemment, il y a la peinture classique qui s'appuie sur ces codes-là, mais au fond, c'est pas ça non plus, la peinture classique. Ça va être aussi quelque chose qui est donné d'emblée et qu'on reçoit avec toute notre culture, toute notre émotion, et c'est ça qui va... et c'est au même moment. C'est ça qui est assez formidable. Mais l'histoire de l'art que vous trouvez impressionnante, à laquelle vous tenez beaucoup, Françoise Pesbrich, elle est faite de ces interprétations qui certainement peuvent s'opposer, mais quand même vont miser sur telle interprétation de tel tableau à partir de tel détail avec tel plan. Les cours d'histoire de l'art sont faits de ça. Et d'ailleurs, ça les rend à la fois passionnants et extrêmement ennuyeux parce que très enfermants. Toujours pareil, il faut connaître, mais pour s'en éloigner. Et moi, je conseille de s'en éloigner au maximum de cette structure. Mais d'aimer l'histoire de l'art et de connaître, évidemment. Combien de temps de connaissances avant de pouvoir se permettre... s'en dégager. Oui. Voilà, non, c'est pas du temps. C'est pas du temps, c'est être touché avant, d'être ému avant. Et c'est ça qui va... Non, mais cette histoire du temps, elle est passionnante en réalité. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet par rapport aux autres arts, j'en suis sûre. C'est-à-dire que tout soit donné d'un coup, que tout soit simultané. Alors, ça ne veut pas dire que l'artiste fait tout d'un coup. Non, on n'est pas dans un geste de performeur. Non, on parle de la réception de l'œuvre d'art. La réception, et c'est cette réception, et ça, on le sait. Ça, on le sait quand on peint, que tout va être au même niveau de compréhension et de saisissement. Il y a l'idée de saisir quelque chose quand on voit. Comment vous pourriez définir justement le temps qui est à l'œuvre dans le fait de regarder une peinture, un tableau? Le temps, justement, il est propre à chacun, à celui qui regarde. Il n'y a pas un temps défini d'un spectacle, par exemple, qu'on vous dit un spectacle 50 minutes. Là, au contraire, c'est nous qui décidons de regarder 10 minutes, 3 secondes, 1 heure, de regarder plusieurs fois, de regarder avec du temps, de revenir voir un tableau quand vous avez 17 ans, puis de le voir quand vous avez 30 ans, puis de le voir quand vous avez 60 ans. Est-ce qu'on peut mal regarder un tableau? Bien sûr. Par exemple, quand on va dans une exposition... Je fais ça tout le temps. Vous regardez mal? Bien sûr, je m'en veux, mais c'est tout le temps. Mais ça veut dire quoi, regarder mal? Ça veut dire ne pas comprendre? Ne pas être disposé à, ça c'est très important, mais bon, ça c'est pour tous les arts, j'imagine. Hein. Enfin, oui, on le sait. Et surtout ne pas être assez émerveillé. Il faut cette dose de naïveté, d'émerveillement pour se laisser happer. Mais c'est génial. Hein. Oui, mais si ça marche pas, ça peut être aussi de la faute du peintre. Il est peut-être mauvais aussi. C'est pas forcément parce qu'on n'est pas assez dans la disposition. Non, mais vous voyez, pour faire la différence. Tout est possible. Hein, mauvaise peinture vue par un mauvais spectateur et bonne peinture vue par un bon spectateur. Oui, c'est vrai aussi.
Et inversement, et chassé croisé, etc., etc. Dans les motifs qui reviennent dans vos œuvres, Françoise Petrovitch, on a parlé des gestes, des mains, mais il y a aussi les animaux qui sont très présents, la nature. Alors là, on parlait de l'oiseau avec cette nouvelle sculpture, mais il y a aussi d'autres animaux qui sont représentés, et des êtres hybrides d'ailleurs, avec des hommes et avec des membres qui sont des membres animaux. Qu'est-ce que là vous voulez montrer? Pourquoi mélanger ces deux thématiques-là? Qu'est-ce que ça veut dire chez vous? C'est la question plus de la confusion, c'est-à-dire de la fusion et ça amène le trouble. Il y a quelque chose de malaisant aussi à voir des choses qui ne sont pas finies aussi ou qui se finissent autrement de ce qu'on connaît. Une sorte de métamorphose, de transformation des identités aussi. Ça va aussi avec la transformation, avec l'identité, les glissements, les liaisons, les déliaisons qui peuvent être sentimentales, mais qui peuvent être aussi corporelles, physiques. Est-ce que vous prenez un plaisir en tant qu'artiste à vous dire je vais perdre le spectateur, celui qui va me regarder? Non, je raisonne pas comme ça. Alors comment vous raisonnez? Je raisonne pas. Je fais. Je peins. Ne sors pas du cadre. Le robinet des images. Ne sors pas du cadre. Ne sors pas du cadre. Ces images doivent cesser. Ça suffit. Ça suffit. Ne bouge pas. Les midis de culture. Jusqu'à 13h30. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Un extrait, Françoise Petrovitch, de ce spectacle des chimères dans la tête, spectacle de danse et d'art visuel qu'on peut venir voir dès l'âge de 8 ans en collaboration avec le chorégraphe Sylvain Groux et le créateur audiovisuel Hervé Plumet. C'est en tournée jusqu'au 27 avril prochain dans toute la France. On donnera les dates tout à l'heure. On entend cette injonction « ne sors pas du cadre ». C'est tout l'inverse que vous avez fait, puisque décrivez-nous cette réalisation. On est face à un grand écran rectangle. Qu'est-ce qui se passe dessus? C'est un jeu entre le dessin et l'art chorégraphique et la danse. Donc il y a un écran et il y a l'histoire d'une petite fille, enfin d'une fille qui... Elle a plein de choses dans la tête, les choses sortent, il y a une création comme ça, et puis il y a des injonctions, ne sors pas du cadre, reste à ta place, arrête de bouger, etc. Et finalement, les dessins se prolongent ensuite par c'est des vidéos, une vidéo, et les dessins se prolongent par le corps dansé. Donc c'est vraiment le jeu entre dessiné, réel. Il y a chaque fois ces imprécisions, et en même temps ces grandes précisions des danseurs. C'est en suspension, donc on est dans un espace un peu... on ne sait pas où on ne sait pas comment. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de ruptures aussi. Il y a des moments où les danseurs vont... J'ai dessiné les costumes, ils vont venir devant. Et voilà, et le son aussi est très important. Oui, parce que les danseurs, sont d'abord derrière cet écran. Cachés. Ils sont dissimulés derrière ce grand écran et avec. C'est compliqué parce qu'il y a un dispositif pour qu'ils sont un peu en suspension. C'est très millimétré pour eux, c'est très physique, c'est très contraint. Mais ça amène quelque chose de plus. C'est un peu à la Méliès en même temps. Quand on regarde, il y a un côté presque bricolé. Fantaisiste, surréaliste, ça arrive pas, ça fait des collages entre le corps dessiné et le corps dansé, le corps réel. Donc on est vraiment dans des compositions qui débordent du cadre. Les danseurs sont derrière, donc, et ils viennent compléter avec leurs bras, leurs jambes, le dessin. Des détails justement, que parfois on ne voit qu'un coup de pied, parfois on voit juste des bouts de doigts, et donc ça demande aussi d'être très précis. Dans les approches du mouvement. Et ces membres humains qui viennent et qui deviennent des membres animaux. On retrouve ici aussi l'hybridité des chimères. Voilà, et c'est vraiment un travail que nous avons, comme vous avez dit, que nous avons réalisé à 3. Donc le chorégraphe Sylvain Groux et Hervé Plumet qui m'accompagnent dans tous mes projets vidéo et qui a créé aussi la musique.
Tout à l'heure, vous parliez de cet instant, de ce temps où on regarde une œuvre peinte, où tout est dit au même moment, d'un même geste en quelque sorte. Là, on est sur des spectacles vivants, sur de l'art vivant. Qu'est-ce que ça change pour vous de travailler sur quelque chose qui va être incarné ensuite par d'autres personnes ? En réalité, ça change beaucoup de choses parce que c'est un autre milieu, le spectacle vivant, et on travaille ensemble. Alors, c'est toujours on travaille avec le regard de l'autre ou des autres sur le plateau, et pour moi, c'est assez perturbant dans la mesure où je travaille plutôt seule et en amont d'habitude, et après les choses sont données, sont livrées, tandis que là, c'est-à-dire qu'on travaille. Comment dire, les gens... pour moi, c'est assez déstabilisant, mais j'aime bien me frotter à des choses différentes. Donc, parce que là, on est obligé de communiquer quand on crée, ce qui n'est pas du tout notre cas. Et puis surtout, les plasticiens. Il faut expliquer. On met pas des mots sur ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est très important, je trouve. Et il y a une forme de satisfaction à voir... bouger votre œuvre en quelque sorte, parce que je repense à cette statue, sculpture de bronze qui est effectivement très lourde, très immobile, très figée. Oui, alors là on est complètement on est à l'envers, on est très distendu de l'élastique là, mais j'aime. Oui, et puis il y a quand même une incarnation aussi par la danse, par les danseurs, c'est aussi une énergie propre aux danseurs qui est fabuleuse, quoi. C'est-à-dire que c'est porté par toute une équipe, c'est porté par des gens qui ensuite font vivre les choses. Cette idée du mouvement, justement, ça vous a influencé aussi ensuite sur vos œuvres plastiques, ou alors vous restez... J'ai pas envie de dire que pas tout de suite, en tout cas, pas encore, en tout cas, j'ai rien vu là, mais bon. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va se passer. Merci beaucoup Françoise Petrovitch d'être venue nous parler de votre travail, de votre création solitaire aussi, mais en collaboration avec d'autres. Ce spectacle de danse des chimères dans ma tête est en tournée. C'est jusqu'au 27 avril prochain. En tournée au mois de janvier à Lens, à Cherbourg, en février à Malakoff, Argenteuil, et puis en avril, ce sera à Pont-Audemer et du côté de Sartrouville. Je rappelle aussi qu'à partir de ce samedi 13 janvier, on pourra découvrir votre toute dernière exposition. Elle s'intitule Dans mes mains. C'est à la galerie Sémiose, dans le 3e arrondissement de Paris. On y découvre notamment cette sculpture de bronze assez imposante et impressionnante qui s'appelle aussi Dans mes mains et qui donne le titre à cette exposition. Pour finir, Françoise Petrovitch, nous avons choisi 2 chansons, l'une sur les mains et l'autre sur les chimères, en écho à votre travail. Laquelle souhaitez-vous écouter ? Oh là là. Bon, allez, les mains. I've gotta get out of here so I can save our family from this poverty. And when I make my money, I'll send it back to you. Father, give me strength, I pray. I have to end this misery. It's causing too much pain. I'm gonna look for richer lands where the money's made. I'm gonna put my whole world in your hands. I have to put my In Your Hands de Charlie Winston pour clôturer cette émission. Merci beaucoup Françoise Petrovitch d'être venue dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Manon Delacelle, Laura Dutèche-Pérez et Zora Vignet. C'est Nicolas Berger qui réalise l'émission et la prise de son ce midi, c'est Marie-Claire Oumabadi. À demain Géraldine. À demain Nicolas.